À 15h04 sur LCI, on a le plaisir de recevoir Aurélien Duchesne. Bonjour à vous Aurélien, on vous connaît bien ici, notre consultant géopolitique et défense. Vous sortez cette semaine aux éditions Erol cet ouvrage, La Russie de Poutine contre l'Occident. Alors c'est un livre choc, on peut le dire. Vous avez une thèse qui va sans doute faire réagir, on va la développer dans un instant. Mais avant cela, et c'est le principe de base sur lequel vous fondez pour votre théorie, vous nous dites qu'on s'est beaucoup trompé sur la Russie et qu'on se trompe encore. Ça fait 2 ans qu'on étudie Vladimir Poutine, son entourage, la stratégie russe sur le terrain, et vous nous dites on n'a toujours pas totalement compris à qui on a affaire ? Oui, ou en tout cas en France, parce que par exemple, les pays d'Europe centrale et orientale, ceux qui connaissent mieux que personne l'impérialisme russe, avaient alerté sur le risque que Poutine envahirait ses voisins, notamment l'Ukraine, en 2022. Et l'immense majorité des experts en France, par exemple, expliquaient que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine parce que ce n'est pas dans son intérêt, ce n'est pas rationnel, et que ce serait se tromper au fond de compréhension de Poutine. On répète aujourd'hui que d'accord, il a envahi l'Ukraine, mais après tout, l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, l'Ukraine n'était pas dans l'Union européenne, il avait des raisons de le faire. Et aujourd'hui, on juge extrêmement improbable l'idée que Poutine, par exemple, pourrait prendre le risque d'une guerre contre l'OTAN. Oui. Mon analyse, qui se base notamment sur des interrogations et des experts que l'on connaît bien à LCI, comme Michel Goya, Pierre Servant, et surtout des experts ou expertes polonaises, baltes, roumaines, c'est qu'eux disent que la rationalité de Poutine n'est pas la même que celle des dirigeants occidentaux. À mon sens, j'avais fait partie de ceux qui disaient que Poutine envahirait l'Ukraine parce que sa rationalité l'y poussait. Eh bien, sa rationalité... Quand personne ne le disait, d'ailleurs, puisque cette invasion du 24 février 2022 a pris tout le monde de court, vous, ce n'était pas votre cas. Non, et surtout, moi j'étais dans l'idée, par exemple, qu'il y avait ce qu'on appelle, j'en parle beaucoup dans ce livre, le monde russe. Le monde russe, ça regroupe les territoires et les populations à peuplement russophone, et que la Russie revendique au nom d'un précédent historique. Avant que Poutine envahisse l'Ukraine, beaucoup disaient que quand Poutine disait, par exemple, des villes ukrainiennes comme Mariupol sont à la Russie, on y voyait un artifice langagier, une démagogie nationaliste. À mon sens, c'était un agenda impérialiste très clair. Donc quand aujourd'hui le discours des dirigeants russes, de Poutine ou de ceux qui l'entourent, est de parler d'une confrontation directe avec l'Occident, à mon sens, il faut les prendre au sérieux parce qu'ils ont des intérêts à prendre un tel risque. Alors ce monde russe empiète-t-il sur l'OTAN? Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que vous nous dites oui, une confrontation directe, elle peut être envisagée par Vladimir Poutine? Oui, vous avez par exemple dans les pays baltes, on en parle souvent à cette antenne, la question des minorités russes ou russophones. On sait par exemple que la Russie avait engagé le premier acte de cyberguerre de l'histoire en 2007 contre l'Estonie au motif de protéger les russophones. Eh bien, des experts estoniens avec qui j'ai longuement échangé m'expliquent qu'un scénario qu'ils craignent, c'est que la Russie pourrait prétexter, comme elle l'a fait en Ukraine, de sauver par exemple des minorités russophones d'une prétendue oppression par un régime fasciste estonien, par exemple. Sauf que là, le calcul de la Russie, ce ne serait pas, comme on peut l'imaginer, d'envahir frontalement les pays baltes, ça paraît totalement suicidaire. Le calcul de la Russie, et c'est l'un des fils rouges de mon livre, c'est qu'elle prendrait le calcul bénéfice-risque suivant, c'est que nous, occidentaux, on ne serait pas prêt à entrer en guerre, à mourir pour une ville comme Narva ou Tallinn pour quelques kilomètres carrés de perdu. Ou à lancer une arme nucléaire, parce qu'on dit souvent l'OTAN, le territoire de l'OTAN est en fait sanctuarisé par les armes nucléaires de l'OTAN et de la France. Oui, bien sûr. Alors on a vu cet été très intéressant que le fait que la Russie a été envahie dans la région de Koursk, ce n'est pas pour autant qu'il y a eu un avertissement nucléaire de la part des Russes. Le seuil nucléaire reste élevé, et le fait justement que le seuil nucléaire soit très élevé crédibilise à mon sens le risque d'une guerre conventionnelle, parce qu'avant d'en arriver à l'ultime avertissement nucléaire, il y a toute une gamme, au fond, d'options qu'on peut avoir pour un affrontement conventionnel avec la Russie. Et encore une fois, pour moi, le vrai risque n'est pas donc que la Russie s'attaque frontalement à l'Alliance Atlantique telle qu'on la connaît, mais qu'elle juge mal le seuil à partir duquel nous, on serait prêts à répondre à une agression russe. Oui. Donc en Estonie, par exemple, qu'est-ce que vous imaginez comme action de la Russie ? Il y a 2 types de scénarios qu'on peut évoquer en Estonie, soit par exemple des actes qu'on pourrait dire sous le seuil d'activation de l'article 5. Je rappelle que l'article 5 de l'OTAN, il n'est pas automatique. Il y a des concertations où il faut qu'on se dise à partir de quel moment on est prêt à soutenir un État membre. C'est quoi ce type d'action sous ce seuil-là? Ça peut être par exemple des cyberattaques beaucoup plus massives, des sabotages, ça peut être aussi par exemple un risque qui est très sérieux, c'est celui que la guerre informationnelle russe par exemple dégénère par exemple sur des troubles violents.
S'il y a des morts civiles qu'on peut imputer à la Russie, se pose la question de l'article 5. Et un autre scénario que j'appelle le scénario Narva. Narva, c'est une ville russophone à 90% en Estonie, à la frontière russe. Les experts estoniens que j'ai interrogés me disent que pour eux, un scénario crédible, c'est que demain, enfin à horizon de quelques années, la Russie fomente des troubles violents à Narva, décide d'y intervenir au prétexte donc de sauver la minorité russophone locale. La question c'est, est-ce que les Français sont prêts à mourir pour Narva ? Et les Russes pourraient se dire qu'ils ne le sont pas. Ou est-ce qu'au contraire, on décide que là, c'est le seuil de trop qui a été franchi, et là, on va vers le scénario du pire, dont personne ne veut pourtant. Oui, c'est ça qui entraînerait un conflit avec l'OTAN. Ce serait la porte d'entrée vers ce conflit. On imagine qu'il y aurait d'autres actions. Ce Rousski Mir, ce monde russe dont vous parlez, il s'étend jusqu'où en réalité ? Il s'étend alors jusqu'au sud de l'Ukraine, par exemple. Moi, ce qui m'avait fait écrire, par exemple, que Poutine envahirait l'Ukraine, c'était justement l'idée qu'il voudrait annexer, ce qu'il a fini par faire, tous les territoires du sud de l'Ukraine qu'on appelait la Novorossia, c'est-à-dire dans ce monde russe, un espace colonisé par la Russie pendant 300 ans. Vous avez évidemment l'Estonie, vous avez un scénario plus crédible, c'est la Moldavie. Oui. La Moldavie, vous avez aussi une partie du monde russe qui s'y étend. Oui, avec la Transnistrie qui est une région séparatiste. Enfin, ça, il essaye de le faire depuis 2 ans, Vladimir Poutine, sans y arriver. Pourquoi arriverait-il à cette unification du monde russe dont vous nous dites qu'il rêve et que ce n'est pas qu'un prétexte, que ce sont des convictions finalement vraiment ancrées en lui ? Oui, c'est ancré. D'ailleurs, pour élargir cette réponse, je pense qu'on sous-estime aussi autre chose, c'est la dimension idéologique du régime russe. On a dit pendant des années que le régime de Poutine n'était qu'opportunisme et kleptocratie, avec un fondement mafieux. Tout cela est vrai, mais on a sous-estimé, à mon sens, et je développe dans ce livre, par exemple, des penseurs qui inspirent le président Poutine, à commencer par Ivan Ilyin. Ivan Ilyin, quand vous regardez sa biographie, c'est quelqu'un qui est régulièrement cité par Poutine dans ses discours, c'est quand même quelqu'un qui avait applaudi la prise de pouvoir d'Hitler. On a un président Poutine qui aujourd'hui cite nommément et prend en modèle un penseur du fascisme. Oui. Alors ça, ce sont les convictions de Vladimir Poutine. Mais pour revenir sur les moyens qu'il a à sa disposition, aujourd'hui, il est en grande difficulté en Ukraine. Alors, il grignote. Bon, enfin, on voit bien que pour l'instant, c'est pas la victoire éclatante, en tout cas, qu'il espérait. Ce rêve d'unification du monde russe, il se heurte à cette réalité-là. Aujourd'hui, on a stoppé, avec l'aide qu'on a donnée aux Ukrainiens, les velléités expansionnistes de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça peut changer ? 2 choses. La première, c'est qu'on a beau jeu de dire, évidemment, que Poutine est empêtré en Ukraine, qu'il n'est pas capable de prendre un pays qui n'est pas membre de l'OTAN et qu'il n'aurait aucune chance, et ça c'est tout à fait vrai, dans une guerre ouverte contre les 31 membres de l'Alliance Atlantique. Le calcul, encore une fois, que Poutine pourrait faire, ce serait plutôt, par exemple, celui que nous ne serions pas prêts à riposter à une attaque. Et dans ce calcul-là, Poutine n'a pas besoin de reconstituer toute son armée au-delà de la guerre en Ukraine. Il faudrait plus de 10 ans pour cela. Le risque, ce serait plutôt que Poutine, lui, s'engage dans une opération limitée, mais qui, elle, dégénère sur un conflit de plus grande ampleur. Et enfin, quand vous écoutez ce que disent les Polonais, qu'on n'a pas pris au sérieux depuis des années, quand ils alertaient sur la menace russe, on disait ce sont des fantasmes, c'est une obsession. Vous savez, obsessio, en latin, l'étymologie du mot, ça veut dire assiéger. Eh bien, les Polonais nous disent la Russie aurait besoin de 2 à 3 ans pour reconstituer son armée. Et dans ce que je détaille dans un chapitre de ce livre, les capacités de mobilisation de l'industrie russe, notamment, font que oui, la Russie aurait besoin de 3 à 5 ans au maximum pour reconstituer une armée capable d'envahir un pays de l'OTAN. La Russie, de Vladimir Poutine, parce que vous faites bien la distinction, y compris dans le titre, même si on va voir que pour vous, c'est une Russie qui survivra sans doute à Vladimir Poutine, tant ce mode de pensée est ancré chez les Siloviki qui l'entourent, ces hommes de l'appareil sécuritaire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui Vladimir Poutine, il la veut, cette confrontation ? Vous dites peut-être que d'ici 2-3 ans, ses capacités seront reconstituées. Elles restent largement inférieures à celles de l'OTAN. Il en plaisantait lui-même. Il disait, regardez, comparez mon budget militaire et puis regardez celui de l'OTAN. Enfin, ça semble un pari fou. Oui, après Poutine, par exemple, plaisantait sur le fait que les frontières de la Russie ne s'arrêtaient nulle part. C'était censé être une blague. Aujourd'hui, vous avez des panneaux dans l'Ukraine annexée qui disent « les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part ». Donc certaines plaisanteries de Poutine n'en sont pas. Mais lui, les chiffres restent les chiffres, absolument. Sans doute, même pour Vladimir Poutine. Et sans doute, aujourd'hui, ne veut-il pas d'une confrontation contre l'Occident ? Oui. Il y aurait le scénario du pire, ce serait une fuite en avant. Si, par exemple, on en est loin, il devait y avoir une débâcle en Ukraine, il y a le risque que Poutine veuille maximiser les enjeux, à tutoyer le risque d'une guerre avec les Occidentaux
pour que nous, Occidentaux, nous mettions la pression sur l'Ukraine pour jouer le conflit à l'avantage des Russes. En revanche, et ça c'est aussi quelque chose qu'on sous-estime à mon sens, c'est qu'une guerre peut être déclenchée, y compris quand aucun des acteurs en présence ne la veut. C'est-à-dire que Poutine ne voudrait pas d'une guerre ouverte contre l'OTAN, mais tout un concours d'erreurs de calcul d'une part et d'autre ou d'un incident qui dégénère peut nous conduire à cela. Après tout, on dit souvent qu'à l'été 1914, tout le monde est parti, la fleur au fusil, comme on disait en 14, pour faire la guerre. Quand vous regardez les archives, y compris les dirigeants allemands ou russes, jusqu'au dernier moment ne voulaient pas d'une guerre. Et à la fin, ce qui a prévalu, c'était l'idée que on aura fini à Noël, ça va durer 3 mois. Et on a vu ce que ça a donné. Et ces graines, selon vous, sont plantées. Déjà, vous nous parlez d'une mauvaise appréciation qui aurait lieu côté russe de ce seuil jusqu'auquel ils pourraient aller dans leur provocation, y compris ou invasion en Estonie. Côté OTAN, quelles seraient ces graines-là qui pourraient rendre ce conflit possible ? Il y a par exemple le scénario de l'incident. Vous avez par exemple les Russes qui, on est habitué à cela en mer du Nord ou en mer Noire maintenant, c'est le comportement irresponsable d'aviateurs russes qui débranchent leurs transpondeurs pour ne pas communiquer avec nous et qui prennent des risques inconsidérés. Mettons que demain... C'est sur ordre. C'est sur ordre. Oui. C'est une politique délibérée qui est d'ailleurs en rupture avec la politique un peu plus responsable qui était celle des soviétiques pendant la guerre froide. Eh bien, mettons que demain, vous ayez un pilote français qui soit abattu, par exemple, au-dessus de la Baltique dans une mission de police du ciel. Il peut y avoir une escalade incontrôlée. Oui. Et vous avez enfin le scénario où nous mésestimons, par exemple, les intentions des Russes. Si, par exemple, les Russes font un sabotage dans les pays baltes ou en Pologne, dans l'idée simplement de nous humilier, de montrer que l'alliance n'est, pour reprendre un mot de Mao, qu'un tigre de papier, et que nous voyons cela comme une provocation de trop, c'est là où nous-mêmes, nous pouvons faire une erreur de calcul qui nous entraîne vers le pire. Ouais. Pourtant, cette guerre face à la Russie, on peut vraiment dire que l'OTAN n'en veut pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'est analysé le rythme des livraisons d'armes à l'Ukraine. Depuis plus de 2 ans maintenant, les États-Unis traînent des pieds parce qu'ils ne veulent pas que ça aille trop loin. Aujourd'hui encore, c'est le cas avec les missiles longue portée. Les Allemands ne veulent pas livrer de Taurus parce qu'ils ne veulent pas cette guerre face à la Russie. Les Américains, pareil. Les Anglais, hésitent encore. Les Français, d'ailleurs, beaucoup moins. Il y a une prudence aujourd'hui, il y a une gestion de ce risque, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ? Comment analysez-vous ces actions ? Absolument. Déjà, pour tous ceux qui disent à chaque fois qu'on a commencé par livrer des armes, qu'envoyer des canons César serait une ligne rouge de trop vers une co-belligérance, une notion qui d'ailleurs n'existe pas en droit international, la réalité est que l'OTAN, depuis le début du conflit, nous avons d'abord cherché à le prévenir, et la logique première des livraisons d'armes à l'Ukraine, c'est aussi dans l'idée d'arrêter la Russie maintenant, à 2 niveaux. Le premier, évidemment, c'est de retarder l'échéance d'une éventuelle confrontation avec la Russie. Et surtout, il y a l'idée de faire en sorte que le crime ne paye pas, de faire en sorte que l'agression russe soit tellement coûteuse en hommes et en matériel que Poutine ne veuille pas recommencer ailleurs. Mais quand vous regardez enfin ce qu'on voit ces derniers mois, on commence de plus en plus à préparer les esprits, c'est malheureusement le plus probable, à l'idée que l'Ukraine devra lâcher des territoires pour la Russie. Pour terminer là-dessus, c'est la logique qu'on a eue en 2008. Oui. On cède des territoires à la Russie en Géorgie, il s'arrêtera là. On a cédé la Crimée, et puis le Donbass. Et puis demain, on se dira, on va lui céder des morceaux d'Ukraine, il n'ira pas au-delà, ce n'est pas dans son intérêt. La moindre concession côté occidental, Poutine la voit comme un recul et une incitation à recommencer demain. Donc si jamais on arrive à des concessions territoriales, parce que Volodymyr Zelensky l'a dit hier, il veut une fin de la guerre en 2025. Ça veut dire ce que ça veut dire, probablement céder sur certains points, peut-être la Crimée. Je ne sais pas comment vous avez analysé ces déclarations. Déjà, Zelensky est passé d'une logique maximaliste de dire nous reprendrons tous nos territoires et je me baignerai en Crimée à une logique de paix juste. La date de 2025 que vous évoquez, ce serait du coup l'idée par exemple de céder des territoires à la Russie en échange d'une adhésion à l'Union européenne ou à l'OTAN. Ce sont les discours qui s'installent. Sauf que du côté russe, cette idée qu'ils auraient gagné, fût-ce au prix de pertes énormes des territoires et non seulement une incitation à recommencer, mais l'analyse qu'ils en feront probablement, quand on regarde la manière dont Poutine nous traite depuis 20 ans, pour lui, la moindre concession et la moindre invitation au dialogue, c'est une preuve de faiblesse et l'idée qu'il peut aller encore plus loin. Être dans l'OTAN ne protégerait pas l'Ukraine ? Alors on en est très loin, les Américains n'y sont pas favorables pour l'instant, peut-être sans doute encore moins avec Donald Trump. Ça ne protégerait pas l'Ukraine de toute façon, en fait, c'est ce que vous nous dites.
Ça protégerait sans doute mieux l'Ukraine, évidemment, que ça n'y était pas. Ouais. Et d'ailleurs, sur l'Ukraine, j'aimerais rappeler une chose. On a tant dit, de la part des mêmes qui disaient que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, qu'il a été provoqué par l'extension de l'OTAN. Je rappelle qu'en 2002, par exemple, Poutine avait dit, et on oublie souvent de le dire, qu'il n'avait aucun problème à l'idée que l'Ukraine entre dans l'OTAN. On dit que l'extension de l'OTAN provoque la Russie, c'est l'inverse. L'Ukraine dans l'OTAN, ce sera une garantie dissuasive de plus contre Poutine. Oui, on imagine mal Poutine accepter un accord sur ces bases-là. Quelle concession est-il prêt à faire aujourd'hui le président russe? Est-ce qu'il est prêt à faire la moindre concession, d'ailleurs? Il peut être prêt à faire des concessions, par exemple, sur les alliances qui sont celles de l'Ukraine, par exemple sur des garanties de sécurité, oui. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il les respectera. Après tout, l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires à la Russie en 1994 en échange de garanties de sécurité des Américains et des Britanniques. On a vu ce que cela a donné. Et surtout, du côté de Poutine, il y a eu quand même 400 cycles de négociations depuis 2014. Les fameux accords de Minsk, par exemple, la Russie s'est assise sur chacun d'entre eux. Donc quand bien même Poutine daignerait des concessions, par exemple sur une non-agression de l'Ukraine, l'enseignement de 25 ans de poutinisme nous montre qu'il n'en fera rien. Il a gagné son pari jusqu'ici, Vladimir Poutine. Pour vous, vous dites que la Russie d'aujourd'hui se présente en alternative à l'Occident dans un monde multipolaire, là où l'URSS se présentait comme la patrie des travailleurs. C'est vrai que c'est partiellement aujourd'hui le cas. On l'a vu, on le voit encore tous les jours. Oui, la Russie est redevenue quelque part une idée. Il y a une idée russe, c'est-à-dire que la Russie vend, entre guillemets, à une partie de l'opinion occidentale l'idée que la Russie serait le dernier bastion de la civilisation occidentale traditionnelle, mais dans le même temps, au fameux Sud global, elle dit qu'elle n'est pas un pays occidental, qu'elle penche vers l'Eurasie et qu'elle est même l'ennemi de l'Occident. Au fond, la Russie commence à vendre une idée russe au monde entier, mais surtout, et c'est le plus dangereux, la Russie commence à avoir un vrai corpus idéologique. Et depuis 10 ans que Poutine a bâti un corpus qui, encore une fois, est bâti sur des penseurs antidémocratiques, illibéraux et impérialistes, ça nous renseigne aussi sur la Russie au-delà de Poutine. Parce que quand des enfants apprennent de les manuels scolaires, par exemple, une vision de l'histoire qui donne raison au fascisme, on en est là, ça nous renseigne à horizon 10 ou 15 ans sur ce qui nous attend nous. Ouais. Au bout du bout, qui l'emporte? C'est difficile à dire. La confrontation, elle est inéluctable sur des décennies, comme ça a été le cas pendant la guerre froide, qu'elle soit chaude ou froide d'ailleurs. Le précédent de la guerre froide que vous évoquez est assez instructif. Après tout, en 1983, pendant la crise des euromissiles, d'aucuns pensaient que l'URSS était là pour 50 ans. Moins de 10 ans après, elle n'existait même plus. On peut très bien imaginer, par exemple, que dans les 2 à 3 ans qui viennent, par exemple, l'effort de guerre soit trop lourd pour la Russie et qu'à la fin, ce soyons nous qui gagnions la bataille du temps et que Poutine ne puisse plus continuer sa politique d'agression. En revanche, si nous cédons avant cela au rouleau compresseur russe et que Poutine a 5 ou 10 ans, ou même son successeur, pour préparer une revanche, là, ce seront eux qui auront gagné. En fait, pour moi, le fil rouge de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une bataille bien plus large entre démocratie libérale et empire autoritaire. Ça va bien au-delà du conflit russo-ukrainien et ça va bien au-delà de la décennie qu'on connaît. C'est à horizon 30 ou 40 ans que ça va se jouer. Ouais, vous nous dites que de toute façon, la même caste restera au pouvoir, que Vladimir Poutine soit vivant ou mort. On en est là aujourd'hui. Elle est installée à ce point-là dans le paysage politique russe. Oui, parce que les fameux Siloviki que vous citez... Ouais. Ce n'est pas simplement le club des proches de Poutine. Les Siloviki, c'est un État dans l'État, c'est plus de 1 à 4 millions de personnes selon la définition qu'on en prend. Et c'est un État dans l'État qui est le seul susceptible de faire une révolution de palais contre Vladimir Poutine. Et c'est sans doute aussi de là que viendra l'éventuel successeur de Poutine. Je remarque au passage que les seuls contre-pouvoirs à Poutine étaient plutôt du côté des milieux économiques. Je pense notamment, par exemple, à la gouverneure de la Banque centrale russe. Eh bien, aujourd'hui, tous ces gens qui, il y a 10 ans, voulaient un rapprochement avec l'Occident pour des raisons économiques, aujourd'hui, mettent leurs compétences réelles au service de l'effort de guerre russe. Si je comprends bien, pour vous, il ne faut pas cesser cette guerre sans que l'Ukraine l'ait emportée sur la base de ce qu'elle réclame depuis 2 ans. C'est ça la conclusion que vous tirez de tout cela? C'est évidemment les Ukrainiens qui diront quand ils souhaiteront mettre fin à cette guerre. Ce sont les premiers à en vouloir la fin dès maintenant, mais à leurs conditions évidemment. Et surtout, l'enjeu à en tirer, c'est que non seulement le poutinisme, entre guillemets, survivra à Poutine. Et surtout, pour moi, tout l'enjeu qui est creusé dans ce livre aussi, c'est la question de la rationalité. Il faut comprendre que la rationalité, encore une fois, des dirigeants russes
n'est pas la même que celle de nos dirigeants à nous, et qu'il faut se préparer au scénario du pire, notamment par la dissuasion militaire. Merci beaucoup Aurélien Duchesne. On rappelle que paraît donc aux éditions Erol votre ouvrage La Russie de Poutine contre l'Occident. Merci d'être venu et à bientôt. Et justement, ces difficultés de l'Ukraine, difficultés à mobiliser ses alliés, on en parle dans un instant après cette tournée compliquée en Europe pour Volodymyr Zelensky. À tout de suite.